Combien de morts faut-il pour fabriquer la coiffe d'un monstre? C'est la question que je me pose, alors que mes doigts, pourtant noués par l'âge et les rhumatismes, broient avec une précision chirurgicale des croûtes sèches et jaunâtres dans un mortier de marbre blanc. Le son est sec, un craquement presque imperceptible qui résonne pourtant comme un coup de tonnerre dans le silence de mon petit atelier. Ces croûtes, je les ai arrachées au corps d'un malheureux qui rendait l'âme dans les cales d'un navire négrier, dévoré par la variole noire. Aujourd'hui, cette maladie devient mon encre, et la poudre de riz la plus fine sera mon papier. Je m'appelle Barnabé, et je suis le perruquier le plus sollicité du Cap français, mais avant que cette nuit ne s'achève, je serai l'architecte d'une justice que les lois des hommes ont oubliée. Restez avec moi jusqu'au bout de ce récit, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une vengeance, c'est le cri d'une âme qui n'a plus rien à perdre. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez le poids de cette humidité étouffante de Saint-Domingue et la brûlure de l'injustice, je vous demande de laisser une note de 0 à 10 en commentaire et de vous abonner pour soutenir ce travail de mémoire. Votre présence ici est le seul témoin qui me reste. Nous sommes en 1785, au cœur de ce qu'on appelle avec une insolence amère la perle des Antilles. Le Cap français est une ville de contrastes violents, où l'odeur suave des parfums importés de Paris se mélange à la puanteur écœurante des cannes à sucre en décomposition et à la sueur des milliers d'âmes brisées sous le soleil de plomb. Ici, la richesse des colons s'affiche comme une insulte à la face du ciel. Les carrosses grincent sur les pavés, transportant des aristocrates au visage poudré, vêtus de soie légère, tandis que de l'autre côté des murs, le code noir dicte notre existence avec une froideur de fer. Moi, Barnabé, j'ai 60 ans. Dans ce monde, c'est une éternité. Mes mains tremblent quand je ne travaille pas, un tic nerveux qui ne me quitte plus depuis que j'ai vu ma femme et ma fille être vendues séparément pour éponger les dettes de jeu de mon ancien maître. Mais dès que je saisis un peigne ou que je manipule une boucle de crin, mes doigts retrouvent la stabilité de l'acier. Je vis dans un entre-deux cruel. Le jour, je coiffe les têtes les plus puissantes de la colonie, je touche leurs cheveux, je sens leur haleine. Je connais les secrets qu'ils murmurent derrière leurs éventails. La nuit, je retourne dormir sur une paillasse infestée de vermine, au fond de la propriété du marquis de la Tour. Le marquis est un homme dont la vanité n'a d'égal que sa cruauté. Pour lui, je ne suis qu'un outil perfectionné, une extension de ses miroirs. Il exige la perfection, une blancheur immaculée pour ses perruques, une architecture de boucles qui défie la gravité et l'humidité tropicale. Mais derrière cette façade de noblesse, le marquis cache une pourriture intérieure qui commence à remonter à la surface. C'est dans cet atelier, entre les vapeurs de vinaigre et les nuages de poudre de riz, que j'ai recueilli Timothée. C'est un petit garçon de 8 ans, silencieux comme une ombre, dont le regard semble porter toute la fatigue du monde. Timothée est un enfant de maison, mais il est différent. Il porte sur lui ce que les autres esclaves appellent une malédiction, un signe de sorcellerie qui fait reculer les plus braves. On l'appelle le crâne à vif. Imaginez une mèche de cheveux d'un blanc de craie, éclatante, qui part du sommet de son crâne et descend sur son front sombre comme un éclair figé dans la nuit. Mais ce n'est pas le plus troublant. Juste en dessous de cette mèche, une tache de peau totalement décolorée d'un blanc laiteux et tranchant dessine sur son cuir chevelu la forme parfaite d'un crâne humain. Quand je lui rase la tête pour essayer les carcasses de perruques, on a l'impression que son propre os est à nu, que la mort elle-même pointe le bout de son nez à travers sa peau. Pour beaucoup, c'est un signe du diable. Pour moi, c'est un secret qui brûle. Car je sais d'où vient cette marque. Je l'ai vue ailleurs. Je l'ai vue sur la tête du marquis lui-même, un matin où il avait oublié de verrouiller la porte de son cabinet de toilette. Sous sa perruque de parade, le grand marquis de la Tour cache exactement la même mèche blanche, la même tache en forme de crâne. Timothée n'est pas un accident de la nature. Il est le fils illégitime du marquis, le fruit d'un abus commis sur une esclave de maison aujourd'hui disparue. Il est la preuve vivante d'un péché que le sang noble ne peut pas laver. Mais le marquis ne voit pas en Timothée un fils. Il y voit une menace, une tare génétique qui pourrait souiller sa lignée et sa réputation si jamais le secret venait à s'ébruiter. Pour lui, l'existence de cet enfant est un affront quotidien à sa superbe. Et j'ai compris, il y a quelques jours, que le temps nous était compté. Tout a commencé par une conversation surprise derrière une porte dérobée.
Le marquis parlait à un marchand d'esclaves, un homme aux dents jaunes et au cœur de pierre qui partait pour les mines espagnoles de l'autre côté de l'île. Le prix avait été fixé. Timothée devait être vendu, emmené loin, là où le travail des mines le briserait en quelques mois. C'était une condamnation à mort déguisée en transaction commerciale. Le marquis voulait effacer la preuve, faire disparaître le miroir de sa propre impureté. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être s'est enfin réveillé. J'ai déjà perdu une famille. J'ai laissé faire, j'ai baissé les yeux, j'ai accepté l'inacceptable parce que j'avais peur. Mais Timothée est devenu mon petit-fils de cœur, la seule lueur dans les ruines de mon âme. Je ne le laisserai pas disparaître dans l'obscurité des mines pour satisfaire la vanité d'un monstre. C'est ainsi que l'idée a germé, une idée aussi blanche que la poudre de riz, aussi mortelle que le fouet du commandeur. Puisque le marquis est obsédé par les apparences, puisque sa vie entière n'est qu'une perruque posée sur un mensonge, c'est par sa vanité qu'il tombera. L'épidémie de variole qui ravage les bas quartiers et les navires au port était une opportunité atroce. J'ai risqué ma vie pour obtenir ces croûtes infectées. Je les ai transportées dans un sachet de soie, contre ma poitrine, sentant presque le poison s'infiltrer dans mes propres pores. Et maintenant, dans la pénombre de mon atelier, je prépare le mélange. Le marquis prépare le grand bal de la Saint-Jean. C'est l'événement de l'année, le moment où il doit briller plus que tous les autres planteurs. Il m'a commandé une perruque monumentale, une pièce d'orfèvrerie capillaire qui nécessite des kilos de poudre. Il veut être blanc, plus blanc que le lys, plus blanc que la porcelaine. Il ne sait pas que chaque grain de cette poudre que je prépare est chargé d'une agonie silencieuse. Je le regarde parfois, Timothée, quand il croit que je ne le vois pas. Il passe ses petits doigts sur la tache blanche de son front, comme s'il essayait de l'effacer. Il sent qu'il y a quelque chose de mal en lui. Il a fini par croire les insultes des autres. Il ne sait pas qu'il porte la marque des rois de ce domaine. Une marque qui devrait lui donner droit à tout, mais qui ne lui apporte que le mépris. « Barnabé, » me dit-il un soir, alors que la pluie tropicale martelait le toit de tôle de l'atelier, « pourquoi le maître me regarde-t-il comme si j'étais un fantôme ?» Je n'ai pas pu lui répondre la vérité. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que son propre père veut le tuer, parce qu'il lui ressemble trop? Je lui ai simplement caressé la tête, évitant de toucher cette marque qui me brûlait les yeux. « C'est parce qu'il a peur de la lumière, petit, » ai-je murmuré. « Les hommes qui vivent dans le mensonge ont toujours peur de ce qui brille trop fort. » Mais au fond de moi, la décision était prise. Le plan était en marche. Le conflit interne me déchire pourtant. Moi qui ai passé ma vie à soigner les apparences, à rendre ces monstres présentables, à cacher leur laideur sous des boucles soyeuses, je vais devenir celui qui les défigure. Si je suis découvert, la roue m'attend, ou le bûcher. On ne s'attaque pas à un marquis impunément à Saint-Domingue. Mais que vaut ma vie de vieillard tremblant face à l'avenir de ce petit? J'ai commencé à préparer la fuite de Timothée. J'ai des contacts parmi les nègres marrons, ceux qui ont fui vers les montagnes bleutées, là où l'air est plus pur et où les chaînes ne résonnent plus. Ils m'ont promis de l'accueillir, mais il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et une diversion que personne n'oubliera. Le marquis est venu pour l'essayage final ce matin-là. Il était d'une humeur exécrable, se plaignant de la chaleur, de la lenteur des domestiques, de la révolte qui grondait au loin. Il s'est assis sur le fauteuil de cuir, son visage déjà rougi par l'alcool et l'arrogance. Je lui ai posé la perruque sur la tête. Elle était magnifique. Des boucles en cascade, une structure de fil de fer cachée pour donner de la hauteur, et cette odeur de lavande et de poudre de riz qui masque tout le reste. « Plus de poudre, Barnabé !» a-t-il crié en se regardant dans le miroir. « Je veux que ma tête ressemble à un nuage. Je veux qu'on ne voit pas une seule ride, pas une seule imperfection. » Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai pris le soufflet rempli du mélange mortel. J'ai projeté le nuage blanc autour de lui. Il a fermé les yeux, savourant cette caresse de poussière fine. Il l'inhalait, il la laissait se déposer sur ses pores ouverts par la chaleur de la pièce. Chaque inspiration était un pas de plus vers son linceul. « Parfait !» a-t-il murmuré, un sourire cruel aux lèvres. « Demain, après le bal, tu pourras te débarrasser de ce petit avorton au crâne blanc. » Le marchand passe à l'aube. Je ne veux plus le voir. J'ai incliné la tête, le regard fixé sur le sol. « Bien, monsieur le marquis, ce sera fait. » À l'intérieur, je sentais un rire amer monter dans ma gorge. Oui, ce serait fait, mais pas de la manière qu'il imaginait. La poudre était en place.
L'incubation de la maladie est lente, traîtresse, mais implacable. Le bal de la Saint-Jean serait son apothéose, et son agonie commencerait alors que les violons joueraient encore. Mais avant cela, je devais mettre Timothée en sécurité. J'ai sorti de ma poche un vieux médaillon d'argent, le seul objet que j'avais réussi à cacher pendant toutes ces années. Il appartenait à ma fille. À l'intérieur, il n'y a rien, juste une mèche de cheveux noirs, mais pour moi, c'est tout ce qui reste d'un monde où j'étais un homme, pas un outil. « Tiens, Timothée, » lui ai-je dit en lui glissant l'objet dans la main, « garde-le bien. Demain soir, un homme viendra te chercher près du grand manguier, à la lisière de la forêt. Tu ne poseras pas de questions. Tu le suivras. Et quoi qu'il arrive, tu ne regarderas pas en arrière. » L'enfant a serré le médaillon contre son cœur. Ses yeux étaient deux puits d'intelligence et de peur. « Et toi, Barnabé, tu viens avec moi ?» J'ai forcé un sourire, un de ceux qui ne montent pas jusqu'aux yeux. « Je dois finir mon travail, petit. Une dernière perruque à poudrer, une dernière tête à préparer. » Le silence qui a suivi était plus lourd qu'un coup de fouet. Nous savions tous les deux, sans le dire, que c'était peut-être la dernière fois que nous nous parlions. Le destin de Saint-Domingue était en train de basculer, et nous n'étions que deux grains de poussière dans la tempête qui s'annonçait. Mais même la poussière peut aveugler un géant si elle est bien placée. La nuit est tombée sur le cap, une nuit moite et électrique, chargée de l'odeur des fleurs nocturnes et de la peur latente. Dans l'ombre de mon atelier, j'ai continué à moudre, encore et encore, transformant la mort en beauté apparente, préparant le couronnement d'un monstre qui ne savait pas encore que son trône de vanité était déjà en train de s'effondrer. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre, car dans cette colonie où tout est une question de peau et de couleur, le blanc n'est pas toujours le signe de la pureté. Parfois, c'est le signe de la maladie, de la honte et de la vérité crue qui finit toujours par percer sous la poudre. Et demain, le monde entier verrait ce que cache réellement le marquis de la Tour. L'air du Cap français était devenu si épais qu'on aurait pu le trancher avec un rasoir. Ce n'était plus seulement l'humidité de l'océan ou la vapeur des sucreries, c'était l'odeur de la peur. Dans mon petit atelier, le silence était mon seul allié, mais ce silence était régulièrement brisé par les bruits de la ville qui s'agitait au dehors. Les nouvelles circulaient comme une traînée de poudre. La variole ne se contentait plus des cales des navires. Elle rampait maintenant dans les ruelles, s'invitant dans les cuisines des riches et les chambrées des soldats. Mais pour le marquis de la Tour, le seul danger qui importait était celui de son apparence. Le matin même du grand bal, alors que je terminais de fixer les dernières boucles de crin sur la carcasse de sa perruque de parade, la porte de mon atelier s'est ouverte avec une violence qui m'a fait sursauter. Ce n'était pas le marquis, mais son intendant, Monsieur Gervaise. C'est un homme sec, dont le visage semble avoir été taillé dans un vieux cuir tanné, et dont les yeux ne vous regardent jamais en face, préférant fouiller les coins de la pièce à la recherche d'une faute, d'un vol, d'un secret. « Barnabé, » a-t-il lancé d'une voix grinçante, « le marquis s'impatiente. Il veut que la perruque soit livrée à la grande maison avant midi, et il exige que tu apportes ton propre stock de poudre. Il trouve que celle de son valet sent le rance. » Mon cœur a manqué un battement. Mon regard a glissé instinctivement vers le grand pot de grès posé sur l'établi, celui qui contenait le mélange mortel. Si Gervaise décidait de plonger ses mains dedans, s'il remarquait une texture différente, une couleur légèrement plus grise, mais je devais rester de marbre. J'ai incliné la tête, lissant un pli imaginaire sur mon tablier. « La poudre sera prête, monsieur l'intendant. C'est un mélange spécial, broyé avec des essences de fleurs de lys pour masquer l'odeur du climat. Le marquis sera satisfait. » Gervaise a plissé les yeux. Il s'est approché de l'établi, faisant grincer ses bottes sur le plancher. Il a passé un doigt ganté sur la surface de bois, puis l'a porté à ses yeux. « Et l'enfant ?» Le marquis dit qu'il ne doit plus être ici demain. Le capitaine Vasseur a avancé son départ. Il ne partira pas après le bal, mais pendant. Les vents tournent, Barnabé. Le navire lèvera l'ancre dès que la marée sera haute ce soir, aux alentours de minuit. Cette information m'a frappé comme un coup de poing. Le plan initial était brisé. Le marquis avait menti, ou peut-être avait-il simplement changé d'avis par caprice. Je n'avais plus 24 heures. Il ne me restait que quelques heures pour organiser la fuite de Timothée. Le capitaine Vasseur, ce marchand de chair humaine, n'attendrait pas que les aristocrates aient fini de danser. Il voulait ses esclaves dans la cale avant que la variole ne bloque complètement le port.
Je comprends, ai-je répondu, la gorge serrée. L'enfant sera prêt. Gervaise est reparti sans un mot de plus, laissant derrière lui une traînée de mépris et une urgence dévastatrice. Dès que la porte s'est refermée, je me suis tourné vers le fond de l'atelier. Timothée était là, caché derrière une pile de cartons à perruques, ses grands yeux fixés sur moi. Il avait tout entendu. Il savait maintenant que son destin se jouait à quelques heures près. « Barnabé, que a-t-il chuchoté, la voix tremblante, est-ce qu'on va m'emmener sur le grand bateau ?» Je me suis approché de lui, et je l'ai pris par les épaules. Mes mains, ces mains qui avaient façonné des milliers de boucles pour les puissants, ne tremblaient de plus. L'adrénaline avait remplacé la peur. « Écoute-moi bien, Timothée. Personne ne t'emmènera nulle part, mais tu vas devoir être plus courageux que tu ne l'as jamais été. Tu vas devoir devenir une ombre. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur l'homme au grand manguier ?» Il a hoché la tête, serrant le médaillon d'argent dans son poing. « Tu n'attendras pas demain. Tu partiras dès que le soleil commencera à descendre derrière les montagnes. Tu passeras par la petite rigole derrière les écuries. Ne cours pas, marche comme si tu avais une course à faire pour moi. Si quelqu'un t'arrête, tu dis que tu vas porter du fil de soie à la couturière. » Mais le danger était partout. Les patrouilles de la milice s'intensifiaient à cause de l'épidémie. Ils arrêtaient tout le monde, cherchant des signes de maladie ou des fugitifs. Et Timothée, avec sa marque blanche, avec son crâne à vif, était reconnaissable entre mille. C'était sa signature, son fardeau, et aujourd'hui sa plus grande menace. Alors que je préparais son petit baluchon, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée si sombre qu'elle m'a donné le vertige. Pour sauver cet enfant, je devais commettre un acte que je n'aurais jamais cru possible. Je devais transformer la marque du marquis en sa propre condamnation, tout en cachant celle de l'enfant. J'ai pris un pot de teinture noire, celle que j'utilisais pour masquer les cheveux gris des colons qui voulaient paraître plus jeunes. Avec une infinie douceur, j'ai appliqué le pinceau sur la mèche blanche de Timothée. J'ai recouvert la tache décolorée, celle en forme de crâne, jusqu'à ce que son cuir chevelu soit d'un noir uniforme. « Voilà », ai-je murmuré. « Maintenant, tu ressembles à tous les autres petits garçons. Personne ne verra le secret, pas avant que tu sois loin d'ici. » Mais ce n'était que le début. Le plus dur restait à faire, livrer le poison au marquis. Je suis sorti de mon atelier, portant la boîte à perruques avec une précaution religieuse. Le trajet jusqu'à la grande maison me parut durer une éternité. Chaque soldat que je croisais, chaque regard jeté dans ma direction me donnait l'impression que ma trahison était écrite sur mon front. La ville était en transe. Les préparatifs du bal atteignaient leur paroxysme. On déchargeait des caisses de champagne, des monceaux de fleurs exotiques dont l'odeur entêtante tentait de masquer celle de la mort qui rôdait. En entrant dans les appartements du marquis, j'ai été frappé par l'opulence indécente des lieux. Des miroirs à cadres dorés couvraient les murs, reflétant à l'infini les bougies de cire d'abeille. Le marquis était là, entouré de 2 valets, déjà en sous-vêtements de soie fine. Il semblait agité, se grattant nerveusement le cou. « Ah, Barnabé, enfin !» a-t-il tonné. « Viens ici. Cette humidité me rend fou. Regarde ma peau, elle me démange. C'est sûrement cette chaleur maudite. Vite, rase-moi cette barbe de 3 heures et prépare la coiffe. » Je me suis approché. Mes doigts ont effleuré sa peau. Elle était chaude, trop chaude. Une légère rougeur commençait à apparaître à la base de son cuir chevelu, là où la perruque de la veille avait frotté. Le venin de la variole n'avait pas encore agi, c'était trop tôt, mais l'irritation était déjà là, préparant le terrain pour la catastrophe. « C'est le sang qui s'échauffe, monsieur le marquis, » ai-je dit d'une voix neutre. « Le bal vous redonnera de l'éclat. » Je l'ai rasé avec une lenteur calculée. La lame de mon rasoir glissait sur sa gorge, à quelques millimètres de sa carotide. Un geste, un seul, et tout s'arrêtait. Mais la mort par le fer était trop douce pour un homme comme lui. Il méritait de voir son empire de vanité s'écrouler. Il méritait de sentir sa propre chair le trahir devant ses pairs. Puis est venu le moment de la poudre. J'ai ouvert le pot de grès. L'odeur de la lavande, que j'avais ajoutée pour masquer le reste, a envahi la pièce. J'ai pris le grand pinceau de soie et j'ai commencé à saupoudrer la perruque, puis le visage du marquis, puis son cou, ses épaules. Les grains fins se déposaient comme une neige silencieuse. Il respirait à plein poumon ce nuage toxique, s'en délectant. « Encore, disait-il, je veux être aussi blanc que le marbre des statues de Versailles. » À cet instant précis, j'ai ressenti un vide immense à l'intérieur de moi.
J'étais en train de tuer un homme et pourtant, je n'éprouvais aucune haine immédiate, seulement une sorte de lassitude infinie. C'était la justice du désespoir. Mais alors que je finissais de l'ajuster, le marquis a posé une question qui a glacé mon sang. « Barnabé, as-tu entendu parler de la rumeur? On dit qu'un médecin de la marine a trouvé des cas de variole dans le quartier des artisans, juste à côté de ton échoppe. » Il m'a regardé fixement dans le miroir. Ses yeux bleus, d'une clarté de glace, cherchaient une faille. « Je n'en ai pas entendu parler, monsieur le marquis. » Ai-je menti sans ciller. « Je ne sors guère de mon atelier. »« C'est bien, » a-t-il répondu en se levant, « parce que si j'apprends que tu as approché ces nègres malades et que tu as apporté leur contagion ici, je te ferai écorcher vif avant de te pendre. » Il a ri, un rire sec et sans joie, avant de se tourner vers ses valets pour qu'ils l'aident à enfiler sa veste de brocart d'or. Il était prêt. Il était magnifique. Il était un cadavre ambulant, poudré de blanc. Je suis reparti vers mon atelier, le cœur battant à tout rompre. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres pourpres sur les murs de la ville. C'était l'heure. En arrivant, j'ai trouvé l'atelier vide. Timothée était parti. Il avait suivi mes instructions. Une petite chaise était renversée, signe de sa hâte. Sur l'établi, il avait laissé un petit caillou blanc, un code que nous avions inventé pour dire « Je suis en route ». Mais mon soulagement fut de courte durée. Au bout de l'allée, j'ai aperçu 2 gardes de la milice qui s'approchaient de mon atelier, une liste à la main. Ils faisaient le recensement des esclaves de maison pour le capitaine Vasseur. Si Timothée manquait à l'appel maintenant, l'alerte serait donnée avant même qu'il ait pu atteindre la lisière de la forêt. « Toi, le perruquier !» a crié l'un des gardes. « Où est le gamin, celui avec la mèche blanche? Le capitaine le veut au port dans 1 heure. » Le temps s'est arrêté. Mon esprit cherchait désespérément une issue. Si je disais qu'il était en course, ils attendraient. S'ils fouillaient, ils verraient qu'il avait emporté ses maigres affaires. « Il est à la grande maison », ai-je lancé avec une assurance que je ne ressentais pas. Le marquis a voulu qu'il aide au service du bal ce soir. Il l'emmènera lui-même au capitaine après la fête. Les gardes se sont regardés, hésitants. On ne contredisait pas les ordres d'un marquis de la Tour. « Le marquis a changé les plans ?» a demandé le plus jeune. « C'est son fils. Enfin, c'est son esclave préféré, n'est-ce pas ?» ai-je ajouté avec une pointe d'ironie que j'espérais imperceptible. Il veut s'assurer qu'il soit bien traité jusqu'au dernier moment. Les gardes ont grogné, ont griffonné quelque chose sur leur papier et sont repartis vers la taverne la plus proche. J'avais gagné un peu de temps, mais pas beaucoup. Dès que le capitaine Vasseur ne verrait pas l'enfant arriver au port, il enverrait quelqu'un. Je me suis assis sur mon vieux tabouret, épuisé. La nuit tombait enfin. Au loin, les premiers échos de la musique du bal commençaient à monter vers le ciel. Les violons pleuraient une mélodie mélancolique qui semblait annoncer la fin d'un monde. Et c'est là, dans le silence de l'atelier, que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Dans ma hâte de couvrir la mèche de Timothée, j'avais utilisé une teinture qui, sous l'effet de la sueur et de la chaleur, finissait par couler et révéler la peau en dessous. Si Timothée transpirait en courant vers la montagne, sa marque redeviendrait visible. Et s'il croisait quelqu'un qui connaissait le secret du marquis, mais il y avait pire. Une information que je venais d'apprendre par la rumeur des valets. Le médecin de la colonie, le docteur Arnaud, était l'invité d'honneur du marquis ce soir. Arnaud était un homme de science, un homme qui traquait la variole avec une obsession presque fanatique. Si le marquis commençait à montrer des signes de malaise pendant le bal, Arnaud ne le laisserait pas s'éclipser. Il l'examinerait. Il lui enlèverait sa perruque. Le piège que j'avais tendu était en train de se refermer, mais il risquait d'écraser tout le monde sur son passage. Je suis resté là, dans le noir, écoutant le bruit du bal qui s'intensifiait. Je pouvais presque voir le marquis danser, tournoyant dans sa veste d'or, semant la mort à chaque pas, tandis que dans la jungle, un petit garçon à la tête noircie courait pour sa vie. Soudain, un cri a déchiré la nuit, venant de la direction des écuries, un cri de femme, puis des aboiements de chiens. Les chiens de chasse du marquis, ceux qu'on utilisait pour traquer les fugitifs. Mon sang s'est glacé. Avait-il senti l'odeur de Timothée? Ou était-ce autre chose? Je me suis levé, saisissant un couteau de coiffeur prêt à tout. Le jeu des apparences était terminé. La vérité brute et sanglante était en train de sortir de l'ombre, et personne au Cap français
ne serait plus jamais le même après cette nuit. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le marquis n'était pas le seul à cacher un secret médical ce soir-là. Et cette révélation allait changer le cours de ma vengeance d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le hurlement des chiens de chasse déchira la moiteur de la nuit, avec une sauvagerie qui me fit monter le cœur aux lèvres. J'étais resté prostré dans l'ombre de mon atelier, les mains encore tachées par la teinture noire, écoutant le chaos s'installer dans la propriété du marquis. Les aboiements ne venaient pas de la forêt, là où Timothée aurait dû se trouver, mais des écuries. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Avait-il trouvé une trace, un morceau de tissu, ou pire, l'enfant lui-même terré dans un recoin sombre, incapable de s'enfuir? Mais ce n'était que le début de mon calvaire. Quelques minutes plus tard, des pas lourds firent trembler le plancher de l'allée. La porte de l'atelier fut projetée contre le mur, et Gervaise, l'intendant, apparut, le visage déformé par une rage froide. Il tenait par le cou une jeune servante qui sanglotait, sa robe déchirée et ses pieds nus couverts de boue. « Barnabé !» hurla-t-il. « Cette fille prétend avoir vu le gamin se faufiler vers la rigole des écuries il y a 1 heure, et elle dit qu'il ne portait plus sa mèche blanche. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le piège se refermait sur moi plus vite que je ne l'avais prévu. Ma tentative de masquer Timothée avec de la teinture avait été remarquée. Dans ce monde où chaque détail physique est une étiquette, un changement aussi radical ne pouvait passer inaperçu. Je devais improviser, et vite. Mon esprit travaillait à une vitesse folle, cherchant une faille dans l'armure de cet homme cruel. « Elle a dû mal voir dans l'obscurité, monsieur l'intendant », répondis-je d'une voix que je voulais assurer, malgré le tremblement de mes mains. L'enfant est à la grande maison, je vous l'ai dit. Il prépare les flambeaux pour l'arrivée des invités. Si elle a vu quelqu'un, c'est sans doute un des garnements du quartier qui cherchait à voler des restes. Gervaise s'approcha de moi, lâchant la servante qui s'effondra au sol. Il plongea son regard dans le mien, cherchant le mensonge. Le marquis est nerveux, Barnabé. Il a l'impression que tout s'effondre autour de lui. Si je découvre que tu m'as menti, je ne me contenterai pas de te vendre. Je t'ouvrirai le ventre pour voir si ton foie est aussi noir que ton âme. Il se détourna et fit signe aux miliciens qui l'accompagnaient. Fouillez tout. L'atelier, la réserve de crin, le grenier. S'il n'est pas là, nous lancerons les chiens dans la forêt. Le capitaine Vasseur attend son chargement, et il n'aime pas attendre. Pendant que les soldats renversaient mes étagères et piétinaient mes perruques inachevées, je me sentais mourir de l'intérieur. Chaque seconde qui passait était une seconde de gagner pour Timothée, mais combien de temps pouvait-il tenir avant que les chiens ne retrouvent son odeur? Et s'il avait transpiré? Si la teinture avait coulé, révélant le crâne à vif sous la lune? Le secret du marquis serait exposé dans la boue, et nous serions tous deux exécutés avant l'aube. Et c'est là que le destin prit un tournant inattendu. Un messager, vêtu de la livrée de la grande maison, arriva en courant et soufflait le visage pâle sous la lumière des torches. « Monsieur Gervaise, vite, le marquis, il y a un problème au bal. » Gervaise se figea. « Quoi encore? Trop de vin? Une querelle de préséance? Non, monsieur, il est tombé en plein milieu de la première danse. Il brûle de fièvre, et le docteur Arnaud dit que... Il dit qu'il ne peut pas le toucher sans enlever la perruque. Mais le marquis refuse. Il hurle comme un possédé. Il dit qu'il préfère mourir que de se laisser décoiffer devant les invités. Le silence qui suivit fut seulement rompu par les sanglots de la servante. C'était le moment. Le venin de la variole, accéléré par la chaleur étouffante de la salle de bal et l'effort de la danse, avait frappé plus tôt que prévu. Le marquis était en train de s'effondrer devant toute la noblesse de Saint-Domingue, et son secret le plus intime était sur le point d'éclater comme une bulle de savon. Gervaise jura entre ses dents et fit signe aux soldats d'arrêter la fouille. « Barnabé, viens avec moi. Immédiatement. Tu es le seul qui sache manipuler ces maudites coiffures sans tout arracher. Tu vas lui enlever cette perruque proprement et tu vas le ramener à la raison. » Je n'avais pas le choix. Je suivis l'intendant vers la grande maison, laissant derrière moi mon atelier dévasté. En traversant les jardins, je vis les premières voitures de luxe s'éloigner précipitamment. La rumeur de la maladie s'était déjà propagée. Les invités fuyaient la contagion comme s'ils avaient vu le diable en personne. En entrant dans le grand salon, le spectacle était apocalyptique. Les lustres de cristal jetaient des reflets mouvants sur les murs couverts de soie, mais l'atmosphère était saturée d'une odeur de sueur aigre et de panique.
Au centre de la pièce, le marquis de la Tour était affalé sur un canapé de velours rouge, entouré par quelques domestiques terrifiés et par le docteur Arnaud. Le marquis était méconnaissable. Sa veste de brocart était déboutonnée, révélant une chemise trempée de sueur. Mais c'était son visage qui frappait le plus. Sous l'épaisse couche de poudre blanche que j'avais appliquée, des pustules rouges commençaient à percer, créant un contraste hideux. Il ressemblait à une poupée de porcelaine qui se fissurait de l'intérieur. « Ne me touchez pas !» hurlait-il d'une voix brisée. « Arnaud, je vous interdis de m'approcher. Barnabé, où est Barnabé ?» Je m'avançai, sentant tous les regards se poser sur moi. Le docteur Arnaud, un homme aux traits sévères et aux mains gantées de cuir fin, me saisit par le bras. « Faites vite, perruquier, il faut libérer sa tête. La fièvre lui monte au cerveau et cette coiffe l'étouffe. Mais soyez prudent, je crains que ce ne soit la petite vérole. » Je m'approchai du marquis. En sentant ma présence, il se calma un instant, ses yeux injectés de sang cherchant les miens. À cet instant, je ne vis plus le maître cruel, le monstre qui avait vendu ma famille. Je ne vis qu'un homme terrifié par sa propre nudité, un homme dont toute la puissance reposait sur un morceau de crin et de la poudre de riz. « Barnabé » murmura-t-il, son haleine fétide me frappant le visage. « Fais attention, ne laisse pas voir, ne les laisse pas voir. » Mes mains, habituées à la délicatesse, saisirent les bords de la perruque monumentale. C'était le geste final, le moment où le masque tombait. Avec une lenteur calculée, je commençai à défaire les épingles d'argent qui fixaient la carcasse au cuir chevelu. La sueur avait transformé la poudre en une pâte grisâtre qui collait à la peau. Soudain, le marquis eut un spasme violent. Il repoussa mes mains, mais le mouvement fut trop brusque. La perruque déjà déséquilibrée glissa et tomba lourdement sur le sol de marbre, libérant un nuage de poussière toxique. Le silence qui tomba sur le salon fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Là, sous la lumière crue des lustres, la tête du marquis apparut dans toute sa vérité. Les cheveux rares et sales étaient collés par la sueur, mais ce qui attira tous les regards, ce fut la marque, la mèche blanche éclatante qui partait du sommet de son crâne, et juste en dessous, cette tache de peau d'un blanc laiteux en forme de crâne humain qui semblait briller sur son front fiévreux. « Mon Dieu !» murmura le docteur Arnaud en reculant d'un pas. Mais ce n'était pas la maladie qui le choquait. À cet instant précis, un autre domestique entra dans la pièce, traînant par le bras un enfant qu'il venait de capturer près des écuries. C'était Timothée. La pluie qui avait commencé à tomber avait lavé la teinture noire de ses cheveux. La mèche blanche était revenue, éclatante, et la tache en forme de crâne sur son front était identique, au millimètre près, à celle du marquis. L'enfant et le maître se faisaient de face, deux miroirs séparés par le sang et l'injustice, mais unis par la même signature génétique. Le crâne à vif. La marquise de la Tour, qui était restée silencieuse dans un coin, laissa échapper un cri d'horreur. Elle comprit instantanément. Tout le salon comprit. Ce n'était plus seulement un scandale, c'était une révélation qui brisait des siècles de prétendue supériorité raciale. Le sang du marquis coulait dans les veines de l'esclave, et la preuve était inscrite dans leur chair même. « C'est son fils », chuchota une baronne en se cachant derrière son éventail. Le marquis essaya de se lever, de nier, de hurler encore, mais la force lui manquait. Il retomba sur le velours, sa main cherchant désespérément à couvrir son front, mais il était trop tard. La variole et la vérité l'avaient frappé en même temps. « Barnabé » commença le docteur Arnaud, se tournant vers moi avec une suspicion croissante. « Cette poudre sur sa perruque, elle a une odeur étrange. » Mon cœur s'arrêta. Le docteur s'approcha de la perruque tombée au sol, se baissant pour examiner les grains blancs qui s'en échappaient. Il était un expert. Il savait à quoi ressemblaient les exsudats de la variole une fois séchés. « Et l'enfant » continua Arnaud, ses yeux passant de Timothée au marquis. « Comment se fait-il qu'il soit ici alors qu'il devrait être au port ? Barnabé, qu'as-tu fait ?» À cet instant, je compris que je ne m'en sortirais pas. Le plan avait réussi au-delà de mes espérances en exposant le marquis, mais il m'avait aussi désigné comme le coupable. Mais cela n'avait plus d'importance. J'ai regardé Timothée. Il était là, terrifié, mais vivant. Et dans le chaos qui s'installait, alors que les miliciens hésitaient entre arrêter l'esclave ou secourir le maître infecté, je vis une opportunité. « Courez !» hurlai-je en direction de Timothée. Mais l'enfant resta pétrifié.
Gervaise, retrouvant ses esprits, sortit son pistolet de sa ceinture. « Personne ne bouge. Barnabé, tu vas payer pour ça. Et le gamin aussi. » Le tournant de cette nuit ne fut pas la maladie, ni la découverte de la lignée. Ce fut ce qui arriva ensuite. Une détonation retentit, mais ce n'était pas le pistolet de Gervaise. Au loin, vers la ville, le son des tambours commença à résonner. Un rythme que tous les colons craignaient, le rythme de la révolte. Les esclaves de la propriété, entendant les cris et sentant la faiblesse de leur maître, commençaient à se rassembler. La variole n'était que l'étincelle. La vérité sur Timothée était le vent qui attisait les flammes. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans ma poche, je gardais encore un dernier secret. Un document que j'avais volé dans le bureau du marquis quelques jours plus tôt. Un document qui prouvait que la mère de Timothée n'était pas seulement une esclave, mais une femme dont l'alforia, la liberté, avait été payée et cachée par le marquis pour garder le contrôle sur elle. Le jeu des apparences était fini, mais le combat pour la vie ne faisait que commencer. Et dans ce salon doré qui devenait un tombeau, j'allais devoir jouer ma dernière carte pour que l'enfant au crâne à vif puisse enfin voir le soleil se lever sur un monde nouveau. Mais serais-je assez fort pour affronter ce qui venait vers nous dans l'obscurité? Car la milice n'était pas encore vaincue, et la maladie, elle, ne choisissait pas ses victimes. Le chaos qui éclata dans le grand salon du marquis de la Tour fut d'une violence que même les tambours de la révolte, au loin, ne pouvaient égaler. La vue de ces deux crânes identiques, l'un sur le front d'un tyran agonisant, l'autre sur celui d'un enfant terrifié, avait brisé le dernier rempart de l'illusion coloniale. Ce n'était plus une question d'esclavage ou de liberté, c'était la confrontation brutale entre un homme et son propre miroir. Gervaise, l'intendant, l'index tremblant sur la détente de son pistolet, ne savait plus qui viser. Le docteur Arnaud, lui, reculait avec horreur, ses mains gantées cherchant à protéger son propre visage de la poussière blanche qui flottait encore dans l'air. Il savait que chaque grain de cette poudre était un arrêt de mort. « Barnabé !» grinça Gervaise, la voix étranglée par la panique. « Tu as fait ça. Tu as empoisonné le marquis. Tu as amené la mort dans cette maison. » Je fis un pas en avant, me plaçant délibérément entre le pistolet et Timothée. Pour la première fois de ma vie, je ne baissai pas les yeux. Je n'étais plus l'esclave à talent, le perruquier invisible. J'étais le juge de cette cour de vanité. « Ce n'est pas moi qui ai amené la mort ici, monsieur l'intendant, » répondis-je, ma voix résonnant avec une clarté surnaturelle dans le silence de la salle. « La mort est ici depuis le jour où ce sang a été trahi. La mort est dans chaque coup de fouet, dans chaque enfant vendu, dans chaque mensonge poudré de blanc. J'ai seulement enlevé le masque. » À cet instant, le marquis laissa échapper un râle qui ressemblait à un cri de damné. Sa peau, sous l'effet de la fièvre et de l'infection foudroyante, commençait à se boursoufler de manière hideuse. La marque du crâne à vif sur son front semblait s'enfoncer dans sa chair, comme si son propre squelette cherchait à s'extraire de cette enveloppe de mensonges. « Tuez-les !» parvint-il à articuler dans un souffle fétide. « Tuez-les tous les deux !» Mais Gervaise n'eut pas le temps d'obéir. Un fracas de vitres brisées retentit à l'autre bout du salon. Les premiers insurgés, menés par le bruit des tambours et l'odeur de la poudre, venaient de pénétrer dans la grande maison. Les domestiques, autrefois si dociles, s'étaient retournés contre leur maître. La panique fut totale. Les aristocrates, en robes de bal et vestes de soie, se ruèrent vers les issues, piétinant les plateaux d'argent et les bouteilles de champagne. Dans ce tumulte, je saisis Timothée par la main. « C'est maintenant, petit. Cours vers la cuisine. Passe par la réserve de glace. C'est le seul chemin qu'il ne surveille pas. » Mais Gervaise, dans un dernier geste de loyauté fanatique, ou peut-être de pure méchanceté, pointa son arme vers nous. Le coup partit. Je ressentis une brûlure fulgurante dans mon épaule gauche, mais je ne tombais pas. La douleur n'était rien comparée à l'urgence qui me brûlait les entrailles. J'attrapai un lourd chandelier de bronze et je le projetai de toutes mes forces vers l'intendant. Le coup le frappa en plein visage, le faisant basculer en arrière dans les rideaux de velours qui s'enflammèrent instantanément au contact des bougies. « Va, Timothée, ne t'arrête pas !» L'enfant, les larmes coulant sur ses joues sombres, hésita une dernière seconde. Il regarda le marquis, son géniteur, qui se tordait de douleur au sol, abandonné de tous. Puis il plongea son regard dans le mien. Il y vit sans doute tout l'amour et toute la tristesse d'un homme qui n'avait plus rien à donner. Il se retourna et disparut dans les fumées qui commençaient à envahir le salon.
Je restais seul au centre de la pièce, tandis que les flammes léchaient les boiseries dorées. Le feu purificateur était en train de dévorer ce temple de l'injustice. Je marchais lentement vers le marquis. Il était encore conscient, ses yeux bleus fixés sur le plafond qui s'effondrait. « Elle était libre, monsieur le marquis », lui murmurai-je à l'oreille, sortant de ma poche le document jauni que j'avais volé. La mère de Timothée. Vous aviez signé son alforia et vous l'avez déchiré en secret. Mais la vérité ne se déchire pas. Elle repousse comme cette mèche blanche que vous avez tant essayé de cacher. Je lâchai le papier sur son corps fiévreux. Il n'eut même pas la force de le repousser. La variole faisait son œuvre, défigurant celui qui avait fait de la beauté son seul Dieu. La honte sociale, le regard dégoûté de ses pairs et la maladie étaient son châtiment final. Il ne mourait pas en héros de la colonie, mais comme un paria infecté, révélé comme le père de l'enfant qu'il voulait sacrifier. Je sortis de la maison alors que le toit commençait à s'écrouler dans un fracas de tonnerre. Dehors, le ciel était rouge, non pas du soleil couchant, mais des incendies qui parsemaient la plaine du Cap. La grande révolte avait commencé. Mais je ne cherchais pas à rejoindre les combattants. Ma guerre à moi était finie. Je marchais vers le port, mon épaule me lançant des éclairs de douleur. La ville était en plein exode. Les navires levaient l'ancre dans un désordre indescriptible. Je vis le capitaine Vasseur sur le quai, hurlant des ordres à ses marins, mais ses cales restaient vides. Le bétail humain qui l'attendait s'était évaporé dans la nuit. Je m'assis sur une caisse de marchandises abandonnée, regardant l'océan. La pluie tropicale commença à tomber, une pluie lourde et tiède qui lavait le sang sur mes mains et la cendre sur mon visage. Et c'est là que je le vis. Au loin, sur les hauteurs qui menaient aux montagnes bleutées, une petite silhouette à la tête rasée s'arrêta un instant. La mèche blanche, désormais libre de toute teinture, brillait sous l'éclat d'un éclair. Timothée n'était plus un esclave de maison. Il n'était plus le crâne à vif, une marque de malédiction. Il était un enfant de la liberté, un survivant. Je savais qu'il serait accueilli par les marrons. Je savais qu'il porterait mon souvenir, et celui de sa mère, et celui de toutes les âmes brisées de cette île. Le médaillon qu'il serrait contre lui était le témoin de notre passage sur cette terre de souffrance. Le lendemain, les soldats retrouvèrent ce qui restait de la propriété de la tour. Parmi les cendres et les décombres, on ne trouva aucune trace du marquis, seulement une perruque de parade à moitié brûlée, piétinée dans la boue du jardin. La poudre blanche s'était dissoute sous la pluie, révélant la carcasse de fer et de crin, laide et inutile. C'est ainsi que se termine l'histoire de Barnabé le perruquier et du crâne à vif. On dit que pendant des années, dans les montagnes de Saint-Domingue, on a vu un jeune homme dont la mèche blanche guidait les égarés dans la jungle. On dit que cette marque, autrefois cachée comme une honte, était devenue le symbole de la vérité qui finit toujours par éclater. Car la morale de ce récit est implacable, et elle résonne encore à travers les siècles. On peut poudrer la peau pour cacher les rides, on peut porter des soies pour cacher la laideur du cœur, mais on ne peut pas blanchir le sang, ni enterrer éternellement l'injustice. La vérité est comme cette mèche de cheveux blancs. Elle pousse depuis la racine. Elle est inscrite dans l'os et aucune poudre au monde, aussi fine soit-elle, ne pourra jamais la recouvrir tout à fait. Si cette histoire vous a touché, si vous avez senti le poids de cette poudre et la chaleur de cet incendie, n'oubliez pas de laisser votre note de 0 à 10 en commentaire. Votre avis est le seul héritage qui reste à Barnabé. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits, car l'histoire est remplie de secrets qui n'attendent qu'un souffle pour être révélés. Je vous laisse sur cette image. Une perruque abandonnée dans la boue et un enfant qui court vers les sommets, là où le soleil enfin ne brûle plus la peau mais réchauffe les cœurs libres. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les ombres de notre passé.